Alors, donc aujourd'hui, le programme c'est répondre aux questions, c'est parler du sondage par rapport aux horaires pour les visios, puisque ça risque de durer encore un petit peu, donc l'idée c'est de trouver la meilleure solution, les meilleurs créneaux pour vous. On va corriger l'exercice concernant le lave-linge, on va corriger le dépannage d'ISS, et puis on va parler donc de la nouvelle partie du cours qui concerne la chimie avec l'organisation et la transformation de la matière. Et là-dedans, déjà je vais vous résumer à l'oral un petit peu tout ce que vous avez pu voir déjà sur les fiches de cours, les diapos, les vidéos d'explication. Après, vous pourrez peut-être me dire s'il y a quelque chose que dans toutes ces révisions que vous aimeriez avoir pour mettre dans votre classeur, hein, puisque j'avais pas l'intention d'imprimer tous les cours que vous avez déjà depuis la quatrième. Mais vous pourrez me dire. Euh, on a la correction du questionnaire qu'on va détailler au niveau que vous avez déjà rendu, hein. Et en ce moment, donc, vous avez un travail que vous êtes en train de faire pour faire des exercices au choix sur chacune des 5 parties pour l'instant, je vous ai donné concernant les révisions de chimie. Voilà, donc ça sera un travail à faire à partir de vendredi, hein, pour la 5D, puis les autres troisièmes après, donc corriger le questionnaire, corriger vos exercices, et puis apprendre des nouvelles notions de troisième. Hein, là, on a fini les révisions, avec donc comme sujet les ions, comment tester les ions, pour savoir quels ions sont présents, et puis voir quelles réactions chimiques se font avec des ions, après avoir vu les réactions chimiques qui se font avec des molécules. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions pour commencer? Ça va? Ok. Alors, pour ce qui est donc de l'horaire pour les visios, il y a un sondage que j'ai mis dans les discussions de Pronote, j'ai aussi mis dans le travail à faire pour le cahier texte. Alors, j'ai pas eu encore toutes les réponses, j'en ai de plus en plus. Et finalement, bah, les jours préférés, c'est pour les troisièmes, c'est plutôt le mercredi et le jeudi, hein. Voilà, on verra pour les horaires. Enfin, je vous donnerai les résultats de ce sondage. Donc encore, si vous ne l'avez pas fait encore, hein, si vous n'avez pas répondu, essayez de le faire. Je le remettrai encore une fois en tant que travail à faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Euh, En tout, il y a 250 élèves à peu près. Je dois avoir à peu près 180 réponses pour l'instant. Donc il en manque encore 70. Je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser la discussion Pronote qui s'appelle Aide, hein, pour poser des questions et éventuellement répondre entre vous. Il n'y a pas beaucoup qui s'en servent pour l'instant. Je reçois des questions en direct, pas tellement d'ailleurs, hein, en mail. Il m'est arrivé aussi d'avoir des élèves en direct en visio privée pour donner quelques explications. Euh, Apparemment, vous débrouillez plutôt tout seul. Voilà pour cette introduction. Et donc là, on va parler un peu des corrections. Donc on va aller voir la correction du travail de brevet concernant le lave-linge, avec quelques explications pour que vous puissiez la faire après, vous, à la maison. Pareil pour ce qui est du dépannage des SS. Et ensuite, les nouveautés du cours de chimie. Alors voici pour la correction de l'exercice concernant le lave-linge. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions s'il y a des points qui vous sont un peu obscurs, vous n'avez pas bien compris, parce que là c'est la dernière fois, hein, cette année, à part au prochain brevet blanc, où il y aura sans doute des questions autour de l'électricité, la puissance, l'énergie. Sinon on a beaucoup d'autres choses à voir, donc on va pas s'attarder trop. Alors de mon côté j'ai aussi fait ça, soit une copie,
Vous faites vous. Hein. Bon, donc quelques commentaires, parce que le corrigé lui-même, vous pourrez l'observer attentivement en lien sur Pronote. Donc dans la première partie, il s'agissait de trouver l'énergie consommée par le lave-linge. Et donc votre réflexe, ça doit être de... Dès que vous parlez d'énergie, ça doit être de vous rappeler la formule. Celle-là, il faut vraiment la connaître. Donc je la redis encore. Hein. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, multipliée par la durée d'utilisation. Et les unités, c'est important. Donc pour la puissance, l'unité de base, c'est le joule, pardon, le watt. Le joule, c'est pour l'énergie, donc le watt pour la puissance. Et si le temps est en secondes, le résultat de l'énergie, du calcul de l'énergie, ça sera en joule, de TJ. Voilà. Formule à connaître. Hein, de E égale P fois T, E en joule, P en watt et T en secondes. Ensuite, on calcule en prenant chaque appareil. Hein, en prenant chaque appareil, on calcule. Donc à chaque phase. La phase de chauffage, la résistance chauffante consomme 2000 watts. On avait ici. Hop, 2000 watts. Hein. Et ça pendant 20 minutes. Donc on convertit les 20 minutes en secondes, ça fait 1200 secondes, et on trouve 2 400 000 joules. Après, il y a aussi la phase de lavage. Donc là, le moteur ne tourne pas trop vite, il consomme 100 watts à chaque seconde, hein, si vous voulez, et pendant 45 minutes. Donc on calcule aussi l'énergie. Et puis, on trouve la même énergie d'ailleurs pour la partie essorage. Le moteur tourne plus vite, mais moins longtemps. Voilà. Ensuite, on additionne tout ça. Alors, pour arriver à ces résultats, il faut des conversions. Et Lucas, il arrive en plus. Voilà, il faut des conversions pour calculer tout ça. Donc, les conversions, il faut les indiquer sur la copie. Hein. Et puis, les calculs. Donc, moi, j'ai mis un tableau pour le résultat. Ensuite, j'ai écrit les conversions en dessous. J'ai écrit les calculs. Voilà. Et puis, au bout du compte, on trouve l'énergie totale en additionnant. Et donc on trouve environ, en additionnant, on trouve 2 millions, c'est ici, hein, on trouve 2 millions 940 000 joules, ici. Et après, pour trouver l'énergie en watt-heure, il faut diviser par 3600, hein, puisque une heure, ça fait 3600 secondes. Donc si au lieu de l'avoir en watts secondes, qui s'appelle les joules, eh bien on veut en watt-heure, il faut diviser par 3600, et du coup on obtient en watt-heure 817. Voilà, avec un arrondi. Puis après on met une phrase réponse. Voilà pour cette première partie. Donc surtout, il faut être certain de bien maîtriser ça. Hein. C'est considéré comme assez facile, disons ça. Après ça, la partie 2, on veut savoir quelle est la classe énergétique du lave-linge. Alors pour ça, il faut convertir l'énergie qui était en watt-heure, il faut la convertir en kilowattheure. Donc diviser encore par 1000. Vous voyez, on avait 817 Wh pendant un lavage. Et donc, divisé par 1000, ça fait 0,817 kWh. Et ça, c'est pour 5 kg. Et dans le tableau qui est sur l'énoncé, la classe énergétique est pour 1 kg de linge. Donc, il faut diviser par 5. Et du coup, on arrive à 0,163 kWh par kilo en termes de consommation énergétique du lave-linge. Donc à partir de ça, on va pouvoir choisir en regardant le tableau. Et on trouve que la classe énergétique, eh bien, elle est A+, puisque 0,163, c'est compris entre... c'est compris en 0,15 et 0,17. Voilà. Donc on regarde le tableau et on trouve A+. Bon.
Voilà, après la partie 3. Alors la partie 3, on se transforme en réparateur, un peu comme dans l'ISS où il faut tout le temps réparer. Hein. Et là, on va réparer le lave-linge. Donc il faut trouver la panne. Et la première chose qu'on vous demande, c'est de faire un schéma de fonctionnement avec des appareils de mesure pour trouver l'intensité et la tension. Hein. L'intensité qui est consommée par le lave-linge. Donc il faut la mettre. Pour l'intensité, il faut mettre un ampère-mètre ici. Hein. Donc le courant, si vous voulez, le générateur qui est marqué là, ça correspond à la prise de courant. On va mettre un voltmètre pour connaître la tension. Et on va mettre un ampère-mètre. Donc le voltmètre en dérivation. Hein, ça, il faut se rappeler. Hein. Dérivation. Ça, c'est à plus jamais oublier, on va dire. Hein. Voilà. Voltmètre en dérivation. Et l'ampère-mètre, lui, il va se mettre en série dans le circuit pour mesurer le passage des électrons qui va donner donc la valeur du courant. Notez que sur le schéma comme ici, la valeur du courant serait 0 puisque l'interrupteur est ouvert ici. Bon, donc on fait cette mesure. Il y a Mats qui arrive aussi. Voilà. On fait cette mesure et puis on compare. On va comparer les valeurs. Alors il y a une formule qu'on vous demande, hein, qui est la relation entre la puissance, la tension et l'intensité. Donc P égale U fois I, deuxième formule à connaître. Tout à l'heure on avait vu l'énergie, E égale P fois T, et là la puissance c'est P égale U fois I, avec U en volts, I en ampères, la puissance en watts. Et à partir de ça, on va pouvoir essayer de trouver où est la panne. Et donc comment est-ce que le réparateur va déduire que le fusible de protection de la résistance a grillé? Eh ben, il va déjà voir les valeurs nominales du lave-linge, celles qui sont marquées sur la fiche du lave-linge, la plaque. Hein, la plaque. Et il va trouver que la puissance c'est 2800 watts. Et pour une tension de 230 volts. Du coup, il peut calculer l'intensité lorsque le lave-linge fonctionne à pleine puissance. En divisant P par U, il trouve 12,2 ampères. Ça, c'est l'intensité nominale. Et le réparateur, lui, quand il mesure, en fait, il trouve 1,3. Donc ça veut dire que l'une des deux parties, soit la partie moteur, soit la partie résistance, ne fonctionne pas, hein, puisqu'on est loin de 12,2. Alors avec un peu d'expérience, on sait que la partie qui consomme le plus de puissance, ça va être la résistance. Donc oui, avec un peu d'expérience, on sait que c'est la résistance qui consomme le plus. Donc on va vérifier pour ça. Non, voilà, on va vérifier, et pour ça, on va faire ça. On voit que l'une des branches du circuit n'est pas parcourue par le courant. Si on reprend le schéma, regardez. En haut, dessus, hop, voilà. Vous voyez, le courant arrive comme ça, et puis il arrive là, hein, il vient du plus, il va passer là, à condition que l'interrupteur soit fermé, puis il va se partager en deux parties, une partie là et une partie là. Voilà, alors l'une des deux ne fonctionne plus parce que l'un des deux fusibles, celui de la résistance en l'occurrence, il ne fonctionne plus. Du coup, le courant va être adapté au moteur. Hein, et on va voir que, en faisant le calcul, que c'est ce courant-là qu'on obtient lorsqu'on fait les mesures. Hop, descend. Voilà. Donc la puissance du moteur, elle est marquée, c'est 100 watts ou 300. Hein, ça dépend si on est en essorage ou si on est en fonctionnement normal de lavage. Par contre, la puissance de la résistance, on va tout de suite qu'elle est beaucoup plus élevée. Hein, 2000 watts. Alors on peut calculer l'intensité en divisant P par U. Donc l'intensité pour ce qui est du fonctionnement du moteur, c'est 1,3. Et pour la résistance, 8,7. Hein. Comme l'intensité mesurée est 1,3, on a déduit que le moteur fonctionne par la résistance. Et donc c'est bien le fusible de la résistance qui est grillé. Hein. Le fusible qui sert à protéger le circuit. Je remets le schéma du circuit. Voilà.
Hop. D'accord. Donc c'est cette résistance-là qui doit être grillée. Et il suffira de la changer, celle-là, pour que tout remarche bien. La suite, c'est le dépannage de l'ISS. Alors, pour le dépannage de l'ISS, on vous demandait, je vais vous montrer la fiche réponse. Hein. Voilà, on vous demandait quel était le gaz majoritaire. Donc ça, c'est le diazote, comme dans l'air. Hein. Le gaz majoritaire, c'est le diazote, 80%. Voilà. Et on vous demandait quel est le gaz vital. Donc le gaz vital, c'est aussi... pardon, c'est le dioxygène. Je suis en train de... Voilà. Donc cette fiche réponse qu'on a commencé en début d'année, avec certains calculs déjà, hein, on a ici donc les réponses. Vous avez ici le gaz majoritaire. Donc ça, c'est une petite révision sur l'air. Et le gaz vital, qui nous permet de vivre, le dioxygène, 20%. Et ensuite, il y a donc un problème de court-circuit du système de chauffage, parce que les batteries ont un problème, et il faut chercher quels sont les systèmes qu'on peut mettre en route sans dépasser 48 ampères. Donc quand on fait le travail dans l'escape game, on voit que on peut mettre le système qui va permettre d'avoir une température du vaisseau supérieure à 12 degrés. On va pouvoir mettre le correcteur d'orbite en route, ce qui est obligatoire. Hein. Le maintien hors gel, obligatoire aussi, et le recyclage de l'air. Et après, on additionne les intensités. On trouve 47 ampères. Et si on compare 47 avec un maximum de 48, on voit que ça fonctionne. Alors, c'est pas forcément, disons, facile de trouver toutes les informations. Hein, pour ceux qui ont eu du mal à le faire, j'ai mis aussi en lien le corrigé complet, hein, ici, où il y a vraiment les copies d'écran, on voit les photos, on voit où il faut cliquer. C'est qui ça? Abdul Jabbar? Je connais pas. On va lui demander. Bon, bref. Donc c'est un corrigé qui est long parce qu'il y a beaucoup de copies d'écran. Hein. Je vais le laisser se charger. Indice. Je vais mettre un tout petit. Vous pourrez voir des détails du coup pour ceux qui ont eu du mal à le faire. Hein. Bon, donc on continue. Donc voilà, vous avez un document avec plein de copies d'écran. Hein, je vous fais défiler en petit avec toutes les explications. Donc vous pourrez regarder tous les détails, comment calculer, etc. Je vous fais passer ça assez vite hein, là. Avec où aller, comment se déplacer. Voilà, si vous voulez. Hein. Hop, hop, hop. Donc les copies d'écran, comment faire les réglages. Et puis à la fin, les félicitations pour avoir réussi à réparer l'ISS. Voilà, je vous laisserai voir ça tranquillement. Bon, alors ensuite, nous allons, après avoir corrigé l'exercice de brevet de lave-linge et puis le dépannage d'ISS, on va parler un petit peu sur donc l'organisation et la transformation de la matière, avec donc les fiches de cours que j'ai remises pour vos révisions. Hein. Et donc là, c'est là que ça m'intéresserait de savoir, pourriez me donner votre avis sur qu'est-ce qu'il vous faudrait pour mettre dans votre classeur cette année, sachant que les fiches que je vous ai montrées, c'est des fiches de quatrième. Alors, en résumé, on va dire que dans vos connaissances de chimie, hein, si on prend ce que vous avez appris depuis
Et puis la cinquième, hein, vous avez appris les états de la matière, les changements d'état de la matière. Bon. Vous avez appris à expliquer les changements d'état de la matière et les états d'ailleurs en parlant des molécules. Après, vous allez travailler sur les mélanges, sur la solubilité. Après, grâce au fait que les molécules sont composées d'atomes, on a pu travailler sur les transformations chimiques avec les formules et les équations bilan qui donnent le résultat des équations chimiques, des transformations chimiques, des réactions chimiques. Et puis après, il y a aussi la conservation de la masse. C'est-à-dire que quand il y a les transformations de la matière, la masse ne change pas. C'est-à-dire que si par exemple il y a un changement d'état, les molécules, le nombre de molécules ne change pas. Donc quand on passe de l'état solide à l'état liquide de l'eau, par exemple, la masse ne change pas. Si on dissout du sel dans l'eau, il y a toujours autant de molécules de sel et de molécules d'eau après. Hein, donc la masse ne change pas. Donc cette idée de la conservation de la masse, elle est vraiment importante. Hein, gardez-la bien en tête. C'est pour ça qu'il y a des exercices à faire concernant la conservation de la masse. Et puis, vous avez aussi appris des détecteurs pour mettre en évidence certaines espèces chimiques. Par exemple, pour tester le CO2, le dioxyde de carbone, vous avez utilisé l'eau de chaux qui se trouble. Pour tester l'eau, vous avez utilisé le sulfate de cuivre anhydre blanc qui redevient bleu. Donc il y a plusieurs détecteurs comme ça pour tester, savoir quelle substance on a. Alors, en troisième, alors vous avez aussi travaillé sur la masse, le volume, la masse volumique. Hein, la masse d'un centimètre cube de quelque chose, c'est une caractéristique de la matière qui s'appelle la masse volumique. La masse, c'est ce qu'on obtient avec une balance. C'est pas le poids. Hein. Le poids, ça dépend de l'endroit où on est. Et puis c'est pas en kilos le poids. C'est en newton. Hein, on a vu ça. On y reviendra. Et donc maintenant qu'on a revu les transformations chimiques, il faudra travailler sur des nouvelles disons, connaissances par rapport aux ions. On va se centrer sur les ions cette année. On a déjà expliqué que les ions, c'est des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons. Et donc on va voir pour quelques ions comment on peut connaître leur présence, c'est-à-dire tester. Est-ce qu'ils sont là ou pas là? Hein, donc il y a des expériences. Alors ces expériences, bien sûr, comme on n'est pas en classe, on ne pourra pas les faire. Hein. Sinon, on aurait pu, effectivement, avec des tubes à essai, faire tous les tests et voir ce qui se passe. Donc là, je vous mettrai des photos, des vidéos. Hein. Et puis après, il y a des réactions chimiques spéciales. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on prend du fer et qu'on le met avec de l'acide? Qu'est-ce qui se passe quand on prend du calcaire et qu'on le met avec de l'acide? Qu'est-ce qui se passe quand on prend un acide et qu'on met avec de la soude, par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'une solution ionique? Hein, l'acide chlorhydrique, de quoi est-ce qu'il est composé? Hein, il est composé on l'avait vu en début d'année, il est composé d'ions hydrogène et d'ions chlorure. Comment est-ce qu'on va écrire sa formule? Pareil pour la soude. Voilà donc ce sur quoi on va travailler, de nouveau, hein, qui est réservé à la troisième, disons, en se basant sur tout ce qu'on a déjà appris avant. Donc moi je vous donnerai à partir de vendredi, non, pour les troisièmes D, j'ai mis cinquième, mais c'est le troisième. Là. Je vous donnerai les fiches de cours, et votre travail, ça sera de corriger le questionnaire, et de corriger les exercices, parmi les 5 que vous avez choisis dans la liste des exercices. Donc on va commencer aujourd'hui à déjà corriger le questionnaire, parce que ça va nous permettre de détailler un petit peu des connaissances hein, en révision. Hein. Voilà, on va voir ça. Donc là, sur l'écran, vous voyez toutes les ressources que je vous ai données, des diapos, des vidéos, des fiches de cours. Donc c'est à vous d'aller voir, écouter ça. Il y a les durées des vidéos qui sont marquées. Et donc pour les exercices, je vous ai mis beaucoup d'exercices. Après, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez ceux que vous avez envie de faire. À partir de vendredi, je vais mettre les corrections de tous les exercices. Tout ça, c'est des exercices de 4e. Et puis moi, ce que je vous ai demandé, c'est de m'en envoyer 5 parmi ceux-là. Parmi tous ces exercices-là, vous en choisissez que vous m'envoyez. Alors, vous pouvez prendre les plus faciles, vous pouvez prendre les moyennement difficiles ou les plus difficiles, c'est comme vous avez envie. Ça dépend de votre niveau et de votre envie. Hein. Donc votre travail, ça va être de remettre
Donc normalement les 3e D, vendredi, vont m'en remettre déjà. Et puis les autres classes après, quoi. Hein. Voilà. Bon, donc on va passer, nous, à la correction du questionnaire. Ici, on va détailler. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main pour poser les questions. Le but de ces cours, c'est que après il n'y ait plus aucun mystère sur aucun sujet pour vous. Bon, voilà, donc les rappels. La plupart des rappels, je vais les passer très vite, parce qu'ils sont relativement simples à comprendre. Puis là, je vais détailler un petit peu. Quelle est la différence entre l'état liquide et l'état gazeux? Au niveau des particules, c'est qu'à l'état liquide, elles sont proches, mais elles sont peu liées les unes aux autres. Ainsi, elles peuvent bouger. C'est pour ça qu'on obtient un liquide. Et à l'état gazeux, elles sont éloignées les unes des autres, elles sont libres. Comme en ce moment, par exemple, autour de vous, dans l'air, il y a des milliards de molécules de dioxygène, beaucoup plus de milliards encore de molécules de diazote, il y a des milliards de molécules d'eau, la vapeur d'eau invisible, et il y a aussi des millions ou des milliards de molécules de CO2, et tout ça s'agite dans tous les sens, tout autour de vous, et cogne sur les murs, cogne sur vous. Voilà, ça c'est l'état gazeux. Alors comment est-ce qu'on peut provoquer un changement d'état? On peut jouer sur deux choses. On peut jouer sur la température ou sur la pression. Par exemple, si on baisse la température, on peut passer d'un état liquide, pense à l'eau liquide, on baisse la température. Là c'est l'hiver, la température à un moment elle va être atteindre 0 degré et baisser encore. Et là on va passer de l'état liquide, de l'eau, à l'état solide, parce que l'agitation des molécules diminue avec la température. Pour ce qui est de la pression, si on augmente la pression d'un gaz, on va finir par le transformer en liquide. C'est ce qui est le cas dans les bouteilles de gaz qu'on peut acheter par exemple pour la maison. Quand à l'intérieur, la pression est très élevée et donc le gaz est à l'état liquide. Par contre, quand on ouvre la bouteille, la pression diminue lorsque le gaz va dans le tuyau et là le gaz redevient à l'état gazeux, alors qu'il est liquide dans la bouteille. Bon, alors par rapport au changement d'état, la masse ne varie pas, comme toujours. Ça c'est vraiment une constante dans l'univers, c'est que la masse ne varie pas. À moins bien sûr qu'on ajoute de la matière, qu'on en enlève, mais sinon la masse de la matière elle varie pas. Par contre, le volume peut varier. Le volume, par exemple, on sait que la glace, ici, la glace, elle prend plus de place que l'eau liquide. Parce qu'il y a plus d'espace entre les molécules. Les molécules se solidifient, se lient fortement les unes aux autres, plutôt, pour donner la glace. Mais en même temps, elles s'éloignent un petit peu pour donner une structure bien régulière. Voilà, et du coup le volume augmente. On sait que si on met de l'eau liquide dans une bouteille en verre et qu'on met ça dans un congélateur, eh bien la bouteille elle va éclater parce que l'eau liquide elle va prendre plus de place quand elle devient solide, quand elle devient la glace. Voilà. Alors pour mesurer la masse d'un liquide, il faut un récipient. Et bien sûr, il faut enlever la masse du récipient. Alors, il y a aussi le bouton tare sur les balances. Le bouton tare, c'est un bouton, vous mettez le récipient, vous appuyez sur le bouton tare, ça annule la pesée, donc on arrive à 0, et après on obtient directement la masse de ce qu'on ajoute. Voilà. J'avais prévu de mettre une vidéo pour montrer, mais je ne l'ai pas mise. Bon. Pour mesurer le volume d'un solide, on procède par par différence. Alors ça, certains m'ont répondu bien sur les fiches que j'ai reçues. Je vais juste faire un petit dessin. Donc pour mesurer le volume d'un solide, je dessine en bas là, on va prendre un... Ouais,
à moitié droit. On va prendre une éprouvette. On va mettre dedans un liquide. On va ensuite mettre dedans le solide. Un caillou par exemple. Et du coup, quand on le met dedans, le niveau va monter. Et on va juste mesurer, calculer la différence entre les deux niveaux. Et ça donnera le volume du solide. Ça s'appelle une mesure par déplacement une mesure de volume d'un solide par déplacement de liquide. Ah, ça c'est une technique à connaître. Faut l'avoir en mémoire. Voilà. Ensuite, le sens de l'énergie du transfert d'énergie thermique lorsqu'on refroidit de l'eau et pour la solidifier. Alors, le transfert, il s'effectue toujours du corps chaud vers le corps froid. Donc ça, c'est une chose à retenir. Chaque fois qu'on a un transfert d'énergie, par exemple là, l'eau qui est dans le tube à essai est plus chaude que la glace pilée qui est dans le bécher sur l'extérieur. Et donc l'énergie thermique, elle va aller du chaud vers le froid. C'est toujours comme ça. Donc quand quelque chose refroidit, c'est qu'il donne son énergie thermique à ce qui est à l'extérieur qui le refroidit. À bien comprendre et à retenir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement d'état? Alors il y a une différence entre les corps purs et les mélanges. Quand on a un corps pur, quand il y a un changement d'état, je vais le dessiner là-haut. On a déjà parlé de ça, mais je vais redire. Ça fait un bon sujet de brevet, ça. Donc, de brevet blanc ou de vrai brevet. Donc, si on reprend un graphique qui représente en fonction du temps la température, voilà. Ça, vous l'avez vu dans les fiches de cours, mais je préfère en reparler. Mettons qu'on soit en train de refroidir. Donc on va partir d'une température qui pourrait être par ici, mettons 16 degrés. Voilà. Et puis, si on a un corps pur, la température va diminuer régulièrement jusqu'à, si c'est de l'eau, il y aura un palier à 0 degré. Tant qu'il y a à la fois du liquide et du solide. Là, il n'y en a que du liquide. Là, on a du liquide et du solide. Et quand il n'y a plus du tout de liquide, hop, la température baisse de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est cette existence d'un palier. C'est typique d'un corps pur. Corps pur. Si c'est pas un corps pur, on n'a pas de palier horizontal. Il y aura une courbe qui... je vais dessiner en bleu, tiens, par-dessus. On aura quelque chose... donc par exemple de l'eau salée, corps pur, là ce serait de l'eau. Maintenant prenez de l'eau salée, on va obtenir quelque chose comme ça. Ça descend aussi. Souvent l'eau salée elle va commencer à solidifier et puis on aura une forme comme ça. Donc c'est pas un palier, quoi. C'est pas horizontal là. Voilà, ça c'est l'eau salée par exemple, en bleu. L'eau pure en rouge. Bon, à retenir. Ça date de la 4e, ça. Même de la 5e, ça dépend. Des questions, non? Ça va? Ok. Hop, on descend. Alors la température d'ébullition, c'est-à-dire de changement d'état, elle dépend de la pression. Donc si jamais on monte, par exemple, en haut du Mont Blanc, et bien comme la pression est plus faible, la température d'ébullition va être plus faible aussi. Au lieu de 100 degrés, on aura 80. Voilà. Il faut savoir que la température de changement d'état dépend de la pression. Définition d'un corps pur, une seule sorte de particules. On dit un seul type d'élément chimique. Par exemple, que des molécules d'eau. Et puis, dernière chose, il y a une propriété que seuls les liquides ont, qui est liée au fait que les molécules sont libres de se déplacer tout en restant au contact, et liée aussi à l'attraction terrestre, qui fait descendre les molécules et les mettre toutes un peu au même niveau. C'est donc la surface libre, qui est plane horizontale. C'est-à-dire que si on a un verre qui serait, mettons, penché comme ça, hop, comme ça,
Voilà, verre penché. Bah, automatiquement, dans ce verre penché, le niveau va se mettre horizontal, hein, parce que avec l'attraction terrestre, toutes les molécules sont attirées vers de la même façon, disons, hein, vers le bas, et du coup, imaginez des billes, hein, qui se mettent là tout au même niveau. Voilà. Plus la pression de l'air qui est au-dessus. Voilà, voilà. Des questions sur ça? Non? Tout va bien? Ok. Tiens, juste pour voir si vous entendez bien, vous pouvez lever la main, ceux qui m'entendent. Bon, Arthur m'entend pas. Ezio non plus. Et Tom. Bon, d'accord. Ok. Voilà. Maintenant, une fois que tout ça est bien clair pour vous, donc ça, il faudra le corriger. Vous aurez, il y aura un lien pour la correction. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Je vais retourner au sommaire de la séance. Donc, la correction du questionnaire. Donc, remettre un exercice au choix de chacune des 5 parties. Ça, c'est. Donc, ça, j'ai expliqué. Hein. Il faut remettre ces exercices. Et je les noterai. Hein. Donc, pour l'instant, les notes, je les mets un peu au compte-gouttes parce que j'ai beaucoup de travaux. Hein. Je pense que je vais finir de les mettre pendant les congés de Noël. Voilà, donc dans les exercices, dans la liste des exercices que vous avez, je vous ai donné. Hein. On regarde un petit peu, mais donc sur l'air, vous en choisissez un. Alors le plus intéressant, c'est le plus difficile, mais bon, moi je suis pas, je vais pas juger si vous choisissez le plus facile. Hein. Là, il y en a 3, il y en a 2 vraiment très faciles, et puis le troisième qui est plus compliqué, qui est plus intéressant. Hein. Voilà. Donc cette feuille d'exercice, c'est des exercices qu'on a fait l'année dernière déjà. Ouais. Donc les constituants de l'air, ça c'est hyper facile, quoi. Ça vous prend 10 secondes. Un petit tableau à analyser, ça va prendre 2 minutes. Puis après le 3, là, le A et le B c'est facile, mais le C c'est un peu plus compliqué. Hein. Plus intéressant, donc à vous de voir, vous choisissez. Donc ça c'est sur l'air. Ensuite, il y a des exercices sur les changements, un exercice sur les changements d'état, avec plusieurs niveaux. Donc là, pareil, vous choisissez le niveau que vous voulez. Hein, vous choisissez le niveau vert, le niveau qui est corrigé dans le livre, orange, rouge. Hein. Là, c'est vous qui décidez. Prenez l'habitude du lycée, vous allez décider, pouvoir décider comment vous travaillez, hein, plus ou moins. Voilà, donc là il y a 3 exercices possibles, donc il faut tracer un graphique, puis après exploiter le graphique, disons. Non. Donc ça c'est sur les changements d'état. Après il y a un exercice sur la dissolution dans l'eau. Pareil, il y a 3 niveaux, donc vous choisissez l'un des 3. Niveau vert, niveau jaune, niveau rouge. Hein. La différence, c'est qu'il y a plus d'étapes expliquées dans le niveau vert et puis de moins en moins d'étapes expliquées. On peut dire que le niveau orange, c'est le niveau collège, 3e, et le niveau rouge, ça serait le niveau lycée. Hein. Mais finalement, ils se font de la même façon. Les 3 exercices. Le niveau vert, le niveau orange et le niveau rouge. Donc là, il faut en faire un des 3, et puis m'envoyer la réponse. Voilà, vous verrez. Hein. Ensuite, sur la constitution des molécules et les réactions chimiques, alors là, il y a plein d'exercices au choix.
On a déjà tous fait l'an dernier, non? Choisissez aussi. Bon, forcément, moi je vous conseille de pas forcément m'envoyer le plus facile, mais cherchez le plus facile. Après, c'est à vous, hein. Ceux qui sont plus à l'aise, ils vont prendre des choses un peu plus difficiles. Vous pouvez très bien faire certains exercices comme ça, de vite fait, comme diraient certains à l'oral ou dans votre tête, hein. Vous griffonnez deux, trois réponses sur un brouillon, partie recherche. Voilà. Hein, donc, cours, choisir le bon équilibre de réaction. Après, un peu plus complet. Hein, celui-là, le 10, là, il est pas mal. Après, un autre un peu du même genre. Le pentane, c'est ce qu'on trouve à la pompe à essence, en fait. Hein. Voilà. Et quand la réaction chimique se fait dans le moteur, ça fabrique du dioxyde de carbone et de l'eau, entre autres. Hein. Bon, voilà, vous choisissez. Donc, tout ça ajusté. Il y a des faciles et moins faciles. C'est à vous de choisir. Hein. Pareil, il y a plusieurs exercices possibles. Et après, il y a aussi des exercices qui concernent la conservation de la masse. Hein. De la même façon. Voilà. Ici. Donc vraiment, vous faites votre propre programme de travail. Hein. C'est en chemin vers le lycée, hein, donc avec un chemin vers un peu l'autonomie. Hein. Moi, la seule consigne, c'est que vous m'en envoyez 5. Donc vous le choisissez. Choisissez ceux qui vous plaisent. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ça va? Voilà, par exemple, la combustion du fer, hein, quand on brûle du fer, avec 8,4 grammes de fer et 3,2 grammes de dioxygène. On obtient combien d'oxyde de fer? Quelle masse? Donc il y a des exercices un peu de toutes les sortes. Acide chlorhydrique avec la craie. Comment ça se fait que la masse a changé? Il y a un peu de tout. Vous pouvez aussi juste lire, essayer de réfléchir aux réponses. Après, à partir de vendredi, je mettrai toutes les corrections. Hein. Voilà. Donc il y a plein de questions comme ça. Ok. Bon, voilà. Donc pour moi, j'ai expliqué, il me semble, hein, ce que je voulais vous expliquer. Juste une petite chose, hein, pour ceux qui m'envoient, pensez bien à mettre dans l'objet de votre mail d'abord la classe, hein, parce que j'ai beaucoup de mails et quand ça se classe automatiquement, c'est bien. Hein. Voilà. Et puis, donc le travail, remettre un exercice, hein, au choix dans chacune des 5 parties. Donc à partir de vendredi, vous aurez à corriger vos exercices, le questionnaire, et puis donc à étudier des fiches que je vais vous distribuer aussi. Hein, les fiches au collège, vous aurez pour mettre dans votre classeur. Maintenant, si vous voulez certaines fiches concernant la quatrième, vous pouvez me les demander. Hein, je peux faire des photocopies. C'est à vous de décider ça, puis de me demander, m'envoyer par mail. Hein, il faut être les demandes. Ça, je vous les prépare. Parce que certains les ont encore dans leur classeur, donc c'est pas la peine de les refaire une deuxième fois. Ok. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non? Tout va bien?